Alors aujourd'hui, on va parler d'une biographie. C'est la biographie de Maître Michel Bastarache qui s'intitule Ce que je voudrais dire à mes enfants. Ça a été publié aux presses de l'Université d'Ottawa en 2019 et c'est une biographie qui a été coécrite, si je ne me trompe pas, par Maître Michel Bastarache et Antoine Trépanier. Alors, Maître Bastarache, je vais vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un acteur absolument incontournable dans l'avancement de la francophonie canadienne. Maître Bastarache est avocat, mais il a été aussi président et directeur général de l'Assomption Vie, le doyen de l'École de droit de l'Université de Moncton, en fait le premier doyen de l'École de droit de l'Université de Moncton, un haut fonctionnaire, juge à la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick et évidemment juge à la Cour suprême du Canada. C'était même le premier Acadien à siéger à la Cour suprême du Canada. Et quand on pense à Michel Bastarache, on peut penser présence des jeunes à la Société nationale de l'Acadie. Ça, c'est lui. Création de la Fédération des francophones hors Québec, qui deviendra la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, c'est encore lui. Des négociations finales sur la loi constitutionnelle de 1989, il y était. La loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, il y a collaboré et une partie de ce qu'il a produit sera adoptée. La commission, évidemment, Poirier-Bastarache pour moderniser la loi, c'était encore Michel Bastarache. Et on pense du côté juridique à la cause Mahé, une cause importante pour l'éducation en français. C'est toujours lui, le premier doyen de la faculté de droit qui a dû tout monter à l'Université de Moncton, c'était Michel Bastarache. Le coprésident de la campagne pour le référendum de l'accord de Charlottetown, c'est encore lui. Et puis, des décisions marquantes, des décisions absolument incontournables de la Cour suprême du Canada qu'il a rédigées en collaboration. Je pense entre autres au renvoi sur la sécession du Québec, l'arrêt Beaulac, Arsenault Cameron, c'est toujours Bastarache. La commission Bastarache sur le trafic d'influence de la nomination des juges au Québec, c'était Michel Bastarache. Et finalement, le dossier des agressions sexuelles dans l'Église catholique, c'est encore à ce personnage c'est encore ce personnage-là qui nous a aidés, qui nous a aidés à progresser comme communauté. Alors, Maître Bastarache, d'entrée de jeu, votre livre que j'ai lu et que j'ai énormément aimé, que j'ai en fait savouré, que j'ai trouvé aussi difficile, à la fois difficile et instructif. Le côté professionnel, évidemment, très instructif. Le côté personnel, très difficile. On y reviendra certainement. Qui s'intitule « Ce que je voudrais dire à mes enfants ». Alors, on sait que c'est de vos enfants qu'il s'agit, d'Émilie et de Jean-François, qui sont décédés très jeunes, qui étaient malades et qui sont nés pourtant très en santé. C'est une grosse tragédie dans votre vie. On le sent tout au long du fil de votre livre. Mais j'aimerais d'abord commencer dans votre livre, à la préface, au tout début. Vous dites « On m'a souvent demandé d'écrire mes mémoires. D'abord, je n'aime pas trop parler de moi. » Pourquoi n'aimez-vous pas parler de vous avec la feuille de route que vous avez et surtout, mon Dieu, merci. Pourquoi avez-vous accepté de raconter votre parcours? Pendant plusieurs années, les gens voulaient que je fasse une biographie, surtout parce que j'avais été impliqué, comme vous l'avez dit tantôt, dans beaucoup d'événements historiques. Et puis, il se disait qu'il y a toujours une petite histoire derrière la grande histoire. On veut savoir comment ça se passe, vraiment, les négociations constitutionnelles. Qu'est-ce qui se dit? Comment on se prépare? Comment on fait pour présenter son rapport, pour essayer de le faire accepter, et ainsi de suite. Et on voulait que je raconte ça pour pas que ça se perde, pour que ça soit accessible surtout aux jeunes générations. Et puis, l'autre chose, c'était évidemment que quand on raconte ça, ben
on ne veut pas vraiment parler de soi, on veut parler des événements. Ça fait, je ne voyais pas trop comment présenter la chose. Puis, à un moment donné, j'ai été approché par, je pense qu'il était doyen de la faculté de journalisme à l'Université d'Ottawa. Puis, je lui ai expliqué les difficultés que j'avais avec ça. Puis, je lui disais aussi que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour faire de la recherche et tout ça. Puis, je ne me fiais pas trop à ma mémoire. Ça fait, je me disais, il faudrait que quelqu'un vérifie les dates, vérifie les documents. Puis j'avais, je pense qu'Antoine m'a dit quelque chose comme 20 boîtes de documents aux Archives nationales. J'avais vraiment pas envie d'aller ouvrir ça. Ça fait là, il m'a proposé de travailler avec Antoine, qui lui aurait le temps de fouiller les choses, puis d'interviewer des gens aussi. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, ben, je suis prêt à essayer, mais il faut que je connaisse Antoine un peu. Alors, on s'est rencontrés, on s'est parlé plusieurs fois. Puis là, j'ai décidé d'essayer de le faire. Mais là, vous voyez par le titre que je ne voulais pas faire quelque chose de trop conventionnel. Mhm. J'aime pas personnellement les autobiographies qui sont, vous savez, Michel a 5 ans, Michel a 10 ans, Michel a 15 ans. Ça fait, j'avais souvent des étudiants qui venaient me voir, surtout après des conférences ou des cours à l'université, puis ils me posaient des questions. Ben, pourquoi tu as laissé la pratique du droit pour t'en aller prendre la présidence de l'Assomption? Et toutes sortes de questions de ce genre-là. Puis là, je me suis dit, en repensant à la chose, c'est peut-être une bonne façon, ça, Mhm. de faire l'affaire. Si mes enfants étaient vivants, quelle sorte de questions qu'ils me poseraient? Puis là, je m'imaginais ce qu'ils me demanderaient. Puis c'est un peu comme ça que j'ai structuré le livre lui-même. Pour notre grand plaisir, parce qu'effectivement, ça ne suit pas une ligne chronologique. On passe un peu, en fait, des différents grands dossiers, mais ça ne suit pas nécessairement, c'est pas en ordre, comme vous le dites. On ne parle pas de l'enfance, puis ensuite l'ordre établi, là, habituellement, encore une fois, je trouve que ça se lit très, très bien. C'est très intéressant. Chaque chapitre amène un éclairage différent. Je sais qu'on commencera pas avec Michel à 5 ans, mais quand même, Michel nous dit, c'est que voyez-vous, mon père fait partie de cette génération de jeunes hommes qui partaient pour étudier à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, mais qui sentaient qu'ils avaient une obligation morale de revenir chez eux. Vous dites aussi que votre père était votre héros. Alors, pourquoi, d'après vous, ce sentiment d'obligation était-il important à l'époque? Et est-ce que vous jugez que c'est toujours aussi important de nos jours? Mais je crois que c'est très personnel. Dans le cas de mon père, il ne faut pas oublier qu'il venait d'une famille très, très pauvre à Bouctouche. Et puis, l'archevêque de Moncton, à chaque année, choisissait un étudiant masculin et un féminin et ils payaient leurs études. Mais je crois qu'il y avait une espèce de condition, je ne sais pas si elle était écrite, qu'il reviendrait, puis c'était pour renforcer évidemment la communauté. Alors, mon père, son problème à lui, si on peut dire, c'est qu'ils lui ont donné juste 2 choix, la prêtrise ou la médecine, mais il voulait faire ni un ni l'autre. Alors, ça a été pour lui plus un problème dans la vie, dans le sens que lui était beaucoup plus intéressé justement à la vie politique et puis il aurait voulu être avocat. Ça fait, je crois que ce n'est pas étrange qu'il m'ait dirigé dans cette voie-là. Mais il y avait vraiment l'esprit communautaire. C'est pas juste qu'il se sentait obligé à cause du soutien financier, mais il trouvait que ceux qui ont l'opportunité de le faire, surtout en vertu de leur éducation, devraient faire quelque chose pour relever leur communauté au plan économique et social. Lui a toujours pensé comme ça. Il a toujours parlé aux enfants chez nous en nous faisant valoir l'importance
Puis il disait, c'est pas un sacrifice, parce qu'on a beaucoup de satisfaction Mhm. à réussir des choses quand on voit l'impact sur la communauté. Alors moi, j'ai appris ça très jeune, puis ça a toujours resté. Et c'est très certainement le modèle qui vous a conduit tout au long de votre vie professionnelle parce que vous ressemblez beaucoup à votre père, quelque part. Vous avez des traits de votre mère, mais vous ressemblez beaucoup à votre père au niveau de l'engagement communautaire. Oui, et puis vous avez lu sûrement que quand je discutais de ce que j'allais faire après avoir fini mes études à l'Université de Moncton, Mhm. j'ai dit, puis c'est très vrai, je veux faire quelque chose qui a un impact, qui a une Qui va signification. faire œuvre utile. Oui. Puis alors là, j'essayais de me décider de ce que ça pouvait être. Ouais. Et c'est lui qui vous a dit le droit. Oui, Ah, c'est ça, et c'est la difficulté, je crois, que les jeunes ont, les jeunes de toutes les générations ont eu, et particulièrement ceux qui sont attirés vers une foule de domaines, c'est de choisir et de cibler vraiment ce qui va les passionner, ce qui va les emmener plus loin sur le plan professionnel. En 1982, Maître Bastarache, je vous ramène à la coprésidence de la commission Poirier-Bastarache, évidemment, sur l'égalité des deux langues officielles au Nouveau-Brunswick. Vous demandez au sociologue René-Jean Ravaud de mener une étude sur l'attitude des gens envers la langue française. Ses conclusions sont frappantes, évidemment. C'est 40% des anglophones qui considèrent que le bilinguisme est inacceptable parce qu'ils ont gagné la guerre des plaines d'Abraham. Bon, cette attitude envers la langue française vous avait choqué à l'époque, mais est-ce que vous pensez, et surtout avec ce qui se passe au Nouveau-Brunswick actuellement, est-ce que vous pensez que cette attitude-là a changé du côté des anglophones? J'aimerais aussi vous entendre, en fait, sur trois sociétés ou trois communautés. La communauté anglophone, est-ce que cette attitude a changé? Les francophones, les Acadiens, nous, est-ce que notre attitude a changé vis-à-vis de la langue française et le Québec? Parce que vous en parlez aussi dans votre livre de la relation avec le Québec. Alors, j'aimerais vous entendre, d'entendre votre réflexion là-dessus. j'ai peut-être fait une erreur en demandant à M. Ravaud de faire l'étude. Ma motivation, c'était que je me disais, si on veut corriger un problème, il faut le connaître comme il Il faut. faut connaître la source du problème. Et si on veut changer les attitudes, il faut connaître les attitudes. Mm-hmm. On savait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient opposés au bilinguisme, mais on ne savait pas si c'était parce qu'ils disaient que, vous savez, à ce temps-là, on disait, ah ben ils volent nos emplois parce qu'ils classifient les postes comme étant des postes bilingues. Nous, on n'a pas l'occasion d'apprendre l'autre langue. On pensait qu'il y aurait plus de ça. Mais il y avait un esprit de vengeance incroyable qui nous a beaucoup surpris. Puis quand on dit, bon, on a gagné la guerre il y a 400 ans, ça devient pas mal immatériel. Alors, parce que cette, cette étude apparue dans le livre, on a discrédité toute mon étude. Oui. Puis ça a été très difficile de revenir en arrière, puis de dire, oubliez ça, puis regardons les recommandations, regardons les analyses de la fonction publique et ainsi de suite. Puis finalement, on a pu en reparler, mais 15 ans plus tard, ce qui est assez surprenant aussi que le rapport a duré autant que ça. Mais à l'époque, comme je dis, il y avait une beaucoup plus grande partie de la population anglophone qui était butée contre le bilinguisme parce qu'ils voulaient, vous savez, quasiment, là, comme on a dit, une langue, une religion, une couleur, Oui. tout uniforme. Puis ils pensaient encore qu'ils étaient dans l'Empire britannique, puis qu'on pouvait continuer comme ça. Les francophones étaient plus revendicateurs qu'ils avaient jamais été parce qu'ils avaient des nouveaux moyens de le faire et puis qu'ils avaient le sentiment qu'au moins à Ottawa, il y avait un gouvernement qui était réceptif.
Et puis, il y a toujours eu, puis il y a toujours, malheureusement, une très grande partie de la population francophone qui est dans la complaisance totale. Alors, ce que ça veut dire, c'est pas si grave que ça. On vit bien. Puis, finalement, on n'a pas des grosses ambitions. Alors, ça, c'était un problème aussi parce que nous, ce qu'on voyait, c'est que même chez les francophones, c'était pas tout le monde qui appuyait les efforts faits pour moderniser la loi et ainsi de suite. Pourquoi? Ben parce que ça allait nous mettre en conflit avec les anglophones, ça allait troubler la paix sociale, puis il vaudrait mieux avoir, par exemple, des institutions bilingues que des institutions francophones. On avait beaucoup ça. Puis à l'époque, comme vous savez, il n'y avait pratiquement pas d'immigrants ici. Ça fait, on était vraiment divisé entre deux communautés assez refermées sur elles-mêmes, si on peut dire. Le meilleur exemple de ça, c'est ma propre famille. Moi, j'avais 16 ans, je crois, la première fois qu'un anglophone est entré dans la maison chez nous. On vivait en français, nos amis étaient français, puis il y avait l'église française, centre culturel français. Malheureusement, on n'avait pas les écoles françaises jusqu'à la 12e année. On avait seulement, quand moi j'étais jeune, jusqu'à la 7e année. C'est pour ça que je suis allé chez les Rédemptoristes, parce qu'on ne voulait pas étudier en anglais. Oui. Qu'est-ce qui était votre troisième communauté? Le Québec. Le Québec à l'époque et le Québec maintenant aussi. Quelle est l'attitude vis-à-vis le français ou vis-à-vis l'Acadie? Bien, moi, quand j'étais assez jeune, puis que j'ai commencé à travailler dans les mouvements de jeunesse, au Québec, on parlait encore des Canadiens français. Oui. Puis, c'était avant la nuit des longs couteaux. Elle n'a jamais existé, la nuit des longs couteaux. Oui, effectivement. Mais le sentiment des Québécois, c'est qu'on est solidaire des francophones hors Québec dans le sens qu'on veut qu'ils réussissent, on veut qu'ils trouvent le moyen de vivre mieux leur francité. Mais il n'y avait pas de vrai rapprochement. Puis le rapprochement, il se faisait à travers des députés québécois pas à l'Assemblée nationale, mais au Parlement canadien. Puis on ne parlait pas beaucoup de ça. Mais là, après que le Parti québécois est venu au pouvoir, puis même avant, quand il y a eu les États généraux du Canada français, il s'est fait une vraie division. Parce que là, au Québec, on parlait des Québécois, puis on parlait de la nation québécoise. Oui. Et ils disent toujours la capitale nationale à Québec. Oui. Ça fait, ils essayaient d'éliminer le mot province, puis finalement de se définir autrement. Puis dans le Parti québécois, ils étaient divisés en deux camps. Il y avait le camp de ceux qui veulent créer un pays et qui finalement voit la vie francophone hors Québec quasiment comme une menace. Dans le sens que si moi, je peux démontrer aux Québécois que je peux vivre en français à Moncton, que je ne perds pas mon français plus que les Québécois de Montréal, mais je suis en train de prouver qu'ils n'ont pas raison de dire que si tu veux être francophone, il faut que tu déménages au Québec. Puis tu avais les autres Québécois dans le Parti québécois qui étaient beaucoup plus compréhensifs et qui comprenaient que si tu es un Acadien, c'est bien difficile de ne pas être fédéraliste. Ben oui. Tu n'as comme pas de place à aller, là. Puis c'est pas vrai que tu vas déménager 250 000 Acadiens au Québec. Alors, les relations avec le Parti québécois n'étaient pas bonnes, mais elles étaient plutôt rares. C'est qu'on nous ignorait essentiellement. Mais c'était pire parce que quand on avait des programmes nationaux, ben là, c'est pareil. Il pensait qu'il ne faut pas gaspiller son argent sur les francophones en Québec. Il faut concentrer. C'est comme ça qu'on a fini par avoir Radio-Canada, qui est vraiment Radio-Québec. Oui. Puis beaucoup d'autres institutions de ce genre-là. Alors, moi, je me suis fait connaître peut-être parce que je disais les choses franchement.
Puis, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Ça, c'est sans compter, comme vous le dites dans votre livre, les interventions sur le plan juridique du Québec contre les francophones en milieu minoritaire. On n'a qu'à regarder récemment, en fait, la majorité des causes qui ont été menées en matière de droit linguistique, le Québec a pris parti contre les francophones pour faire valoir sa spécificité ou sa société distincte, mais au détriment des francophones du reste du pays. Ben, moi, j'ai discuté souvent avec les avocats du Québec dans ces causes-là. Puis, ils m'ont toujours dit que leur philosophie, c'était, on voudrait bien que vous ayez ces choses-là, mais si vous les obtenez, vu que c'est fondé sur la charte, ça va donner les mêmes avantages aux anglophones du Québec. Puis moi, je leur dis, les anglophones du Québec, ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin. Ils ont leurs hôpitaux, ils ont leurs écoles, ils ont leurs universités. Et ils ne sont pas menacés. Mais il y en a dans le Parti québécois que je pourrais nommer qui m'ont dit, oui, mais on veut le pouvoir de leur enlever. Oh. Ben, ça, je ne prenais pas. Moi, je trouve que c'est vraiment être injuste que de vouloir punir une minorité pour ce qui est arrivé il y a 400 ans. Il faut que tu intègres tout ton monde, oui. Même si tu fais un pays indépendant. Ça fait, en tout cas, c'était un peu ça le contexte. Vous avez mentionné tantôt que vous auriez peut-être pas dû demander à M. Ravo de faire l'étude sur l'attitude à l'endroit de la langue française au Nouveau-Brunswick. Vous mentionnez aussi dans votre livre que le rapport a été rejeté par tous les partis. Il n'y a aucune des recommandations du rapport de la commission Poirier-Bastarache qui ont été adoptées. Est-ce que vous blâmez ça uniquement sur le rapport Ravo ou est-ce que c'est un jeu politique aussi, puis vous avez été, quelque part, la commission a été victime d'un jeu purement politique? Mais je crois qu'il y a eu les deux. Le problème avec le rapport Ravo, c'est qu'il a empêché une vraie discussion sur le reste du rapport. Oui. On n'a pas voulu en parler, on n'a pas voulu en discuter parce qu'on était trop choqués. Maintenant, si on avait pu avoir une discussion sur ces choses-là, maintenant, longtemps après, puis surtout en voyant comment les choses ont évolué, je ne pense pas qu'on aurait obtenu quoi que ce soit de plus. Parce que, dans le fond, les anglophones n'étaient pas en faveur du bilinguisme. Moi, j'avais reproché au commissaire aux langues officielles à Ottawa de publier un sondage à chaque année où il disait que 80% des gens au Nouveau-Brunswick étaient en faveur du bilinguisme. Puis moi, je lui disais, c'est une fausse image. C'est une fausse image parce que tu ne poses pas la bonne question. Si tu arrives et tu dis, tu es en faveur de la maternité, de la paix dans le monde et du bilinguisme, ils vont tous dire oui. Mais si tu dis, es-tu en faveur du fait que les sous-ministres doivent être bilingues, qu'on aura 40% de postes bilingues à Fredericton, qu'on aura les mêmes avantages au plan universitaire ou des écoles de la santé, ils vont dire non. Ils vont dire non à ce temps-là, je suis sûr, à 75%. Ça fait, ton appui pour le bilinguisme, il est tombé à 24%. Mais ça, c'est quasiment la population francophone. Oui, c'est une analyse intéressante. Et je ne crois pas que ça a beaucoup changé. Je crois que ça a changé un peu, mais vous savez, quand il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de vrais problèmes sociaux et ainsi de suite, ben là, on dirait qu'on a la paix sociale. Oui. Mais dès qu'il y a quelque chose qui arrive, qui choque, ben là, on commence à blâmer les dépenses du bilinguisme ou les complications qu'occasionne le bilinguisme pour le fonctionnement de l'appareil de l'État et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est des faux prétextes, c'est des fabrications, mais c'est comme facile à faire. Oui, c'est une cible facile, les minorités. Que ce soit les femmes, que ce soit les immigrants, que ce soit les francophones, c'est toujours plus facile de frapper sur une minorité, effectivement.
Écoutez, vous mentionnez dans votre livre aussi, et ça m'a fait rigoler un peu, ça fait des années que l'Université de Moncton songe à mettre sur pied une école de droit. Le doyen de la faculté de droit de l'Université Queen's est embauché pour présenter une analyse de faisabilité et il conclut qu'un tel projet ne serait pas viable, voire même utopique. Hein? Alors, on sait ce qui s'est passé avec l'Université de Moncton et de la faculté de droit. Ça semble bien se porter aux dernières nouvelles. Même l'UNB s'oppose à ce que l'Université de Moncton ait sa faculté. Pourquoi à l'époque et pourquoi maintenant, est-ce que c'est toujours important d'avoir une faculté de droit en français au Nouveau-Brunswick? Ben, il y avait deux objectifs fondamentaux. C'était d'abord de donner l'opportunité aux francophones d'étudier le droit en français, mais aussi d'avoir un nombre suffisant de francophones. Parce que les francophones qui allaient à UNB, là, ben, ils n'étaient pas 60 par année, les francophones. Non. Il y était quelques-uns, puis ça nous donnait justement quelques-uns pour pratiquer en français. Et évidemment, c'est pas une façon de desservir une communauté. L'objectif, c'était l'accès à l'éducation, puis l'accès aux services juridiques. Ceux qui s'opposaient à ça, puis là, UNB a découvert à un moment donné qu'ils ne pouvaient plus résister complètement au bilinguisme. Ça fait là, ils ont proposé de rendre leur faculté bilingue. Mais nous, on avait l'expérience des commissions scolaires bilingues. Oui, ouais, on sait que ça ne marche pas. Des hôpitaux bilingues, puis toutes sortes d'affaires bilingues. Puis on sait que bilingue, ça veut dire anglais avec accommodement aux francophones quand ça donne. Puis on ne voulait pas ça pour le droit. Maintenant, le professeur de l'Université Queen's, il avait non seulement dit que ce n'était pas possible au plan social et économique, il avait dit que ce n'était pas possible au plan juridique, que le droit anglais, ça s'enseigne seulement en anglais. Puis il avait donné comme exemple, une fois, je ne me souviens pas si c'est dans le rapport ou dans une conversation qu'on avait eue avec lui, il dit, regardez, même à Hong Kong, le droit se fait en anglais, alors que 98% de la population est chinoise. Mais tout ce qu'il a fait, c'est nous décrire du colonialisme. Oui. Puis moi, je me souviens que quand Hong Kong est repassé à l'Angleterre, il y avait une série de réunions et toutes sortes de choses qui se passaient à Hong Kong. Puis moi, j'étais là. Mm-hmm. J'étais assis avec le juge en chef de l'Angleterre qui s'est levé puis qui a fait un discours. Puis qui a dit, j'en reviens encore pas aujourd'hui, il a dit aux Chinois qui étaient là, ben, vous avez un privilège extraordinaire d'avoir la common law. Oh my God. La common law, c'est ce qu'il y a de plus haut dans la civilisation, puis il ne faut pas que vous abandonniez ça, puis surtout pas introduire le chinois comme langue des tribunaux à Hong Kong. Puis là, il vient s'asseoir, puis il leur avait dit que c'était impossible, hein, comme l'autre. Puis moi, j'étais assis à côté de lui, j'ai dit, c'est drôle, vous disiez ça parce qu'on a ça en français, nous autres, depuis une dizaine d'années. Et évidemment, en ayant une faculté de droit, ce que ça fait, c'est que ça ouvre aussi l'accès à la justice en français à tous les citoyens. Parce que là, tout d'un coup, on a une cohorte d'avocats qui sont en mesure de plaider en français, des juges qui sont capables d'entendre des causes en français, des greffiers, tout l'appareil judiciaire qui est en mesure de travailler en français. Et ça fait en sorte que un contribuable ou un citoyen qui se présente en cours est en mesure, parfois, ça dépend des cas, d'avoir son service en français. Mais il y a une autre affaire, c'est que quand ils font les lois, ils sont obligés de penser à la communauté francophone. Oui. Parce qu'il y a des juristes francophones devant eux autres. Puis autrefois, ça ne se faisait pas. On faisait les lois en anglais en étant très conscient des problèmes et des besoins des communautés anglophones. Puis là, on traduisait pour nous. Ben, nous, on ne voulait plus être traduits. On voulait qu'on tienne compte de notre réalité. Puis, c'est pas vrai que tous les programmes sont faits de façon similaire
pour deux communautés linguistiques différentes. Mais là, on a eu, je pense, une manière peut-être de les forcer à considérer ce besoin-là. Puis on y reviendra tantôt, mais dans votre livre, vous mentionnez, et je trouve ça très important, à un moment donné, on parle des écoles de la communauté francophone plutôt que des écoles pour la communauté francophone. La nuance ne se fait pas nécessairement en anglais, mais ça a permis de faire un grand bout de chemin du côté du droit et de l'article 23 de la Charte du droit à l'éducation, parce que cette nuance-là, c'est ça la base de la gestion scolaire par et pour les francophones. Là. Ah oui, c'est ça. Puis on a réussi un tour de force en convainquant, je pense, la Cour à ce moment-là, que ces mots-là voulaient dire quelque chose. Parce que pour la communauté, ça voulait simplement dire, on peut avoir une commission scolaire anglaise, mais ces Anglais-là peuvent embaucher des francophones puis enseigner en français. Comme si c'était la même chose que de contrôler son système. Mais quand tu dis le système pour, c'est pas le système des francophones. C'est ça, exactement. Et, finalement, ils ne sont jamais revenus là-dessus. Ça a été accepté pour de bon. Puis moi, je crois que ça a eu un impact formidable. Définitivement. Vous savez, il y a certainement beaucoup de jeunes qui vont écouter, j'espère en tout cas, cet entretien que nous avons, vous et moi. Et comme juge de la Cour suprême, vous dites que vous avez 3 clercs. Vous aviez 3 clercs qui vous appuyaient chaque année dans votre travail. C'était comme un stage d'1 an. Vous preniez vraiment soin de choisir les clercs en fonction de leur origine. Et donc, vous les choisissiez vraiment avec soin. Pour les jeunes, parce que le domaine du droit, c'est un domaine qui est très vaste. Et quand on parle de droit, on pense surtout avocat, juge, mais on parle pas de cléricature, on parle pas de technicien, on parle pas de greffier, par exemple. Parlez-nous un peu du travail de clerc. Comment ce stage-là est-il important? Puis comment est-ce que ça les prépare à une carrière en droit s'ils choisissent de devenir avocat ou toute autre carrière en droit? C'est que après les études en droit qui durent 3 ans, il y a toujours une période, normalement de 6 mois, pour la formation plus pratique. Mais c'est impossible dans 6 mois d'enseigner tous les éléments de la pratique à des étudiants. Ça fait, ce qui se fait généralement, c'est que quand ils font les stages dans des bureaux d'avocats, si les bureaux sont moindrement grands, ben, ils vont les faire travailler avec un avocat une semaine, puis un autre une autre semaine, et ainsi de suite, pour qu'ils aient un peu d'expérience dans tous les domaines. Mais ceux qui choisissent de faire leur cléricature avec un juge, ou un juge de la Cour suprême, c'est différent parce que là, il n'y en a pas plusieurs domaines de pratique. Évidemment, il y a des causes dans différents domaines du droit, mais là, il n'y a pas d'éléments pratiques. C'est vraiment toujours la même chose. C'est savoir identifier les problèmes, savoir analyser les problèmes, savoir ce qui est le droit applicable et puis comment il doit être changé. C'est un exercice beaucoup plus intellectuel. Et puis, c'est un exercice qui demande de faire preuve de plus d'imagination. Parce que là, tu n'es pas juste en train de chercher des précédents ou de copier des choses que tu as déjà vues. C'est plus nouveau. Puis c'est plus nouveau à la Cour suprême tout simplement parce que les causes ne sont pas ordinaires. Sans ça, ils ne sont pas là. Ils sont difficiles dans le sens que il n'y a pas de solution immédiate, facile. Il y a lieu de faire de la recherche et de réfléchir et ainsi de suite. Alors, moi, je considérais beaucoup que les clercs qui travaillaient avec moi, ça faisait partie de leur éducation. Mm-hmm. Maintenant, il y a d'autres gens qui voient ça différemment. Ils disent, ils sont là pour nous aider. Tu leur fais faire n'importe quoi ce qui t'aide. Mais moi, je ne voyais pas ça comme ça.
Ça fait, supposons que j'avais un clerc qui venait et qui disait, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit criminel, puis je voudrais que tu me mettes à travailler juste sur le droit criminel. Je lui disais non. Je disais non, t'en feras, mais tu vas faire d'autres choses. Parce que tu n'es pas ici pour te spécialiser. Tu es ici pour apprendre à faire de la recherche, apprendre à faire les analyses et ainsi de suite. Mais ça ne se fait pas exactement de la même manière dans tous les domaines. Ça fait, il faut que tu expérimentes dans les différents domaines. Mais c'était vraiment un privilège de travailler avec ces jeunes-là parce que, au début de leur carrière surtout, ils sont très motivés, ils sont très travailleurs, ils veulent apprendre. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Puis, c'est bon aussi d'être entouré de jeunes parce que quand on vieillit, on devient un peu trop cynique. Vous trouvez? Ah oui. Comme juge à la Cour suprême du Canada, vous avez rédigé des décisions extrêmement importantes. Je les ai mentionnées tantôt. Le renvoi sur la sécession du Québec, l'arrêt Beaulac, Arsenault Cameron. Les deux dernières décisions particulièrement portaient sur des droits linguistiques, le droit d'un accusé d'avoir un procès dans sa langue maternelle et le droit à l'éducation en français. On sent que la question des droits linguistiques est fondamentale pour vous. Pourquoi est-ce si important de protéger et même de faire progresser les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick et au Canada? C'est parce que si on compte sur les lois provinciales, on n'est jamais sûr de notre situation pour l'avenir. Le gouvernement peut changer d'idée, le gouvernement peut changer de forme, puis nos droits peuvent disparaître. Ça fait qu'il fallait consolider une certaine partie des droits, puis la seule façon de le faire, c'était de les mettre dans la charte. Mais la charte est décrite, est faite avec des termes vagues. Oui. Alors, il faut que ça soit interprété. Moi, j'étais convaincu que j'étais le seul des juges qui avait vécu la situation d'une minorité linguistique. Puis j'étais sûr que je comprenais beaucoup mieux le problème et que je pouvais envisager plus clairement les solutions que les autres juges qui étaient là. Alors, je me suis dit, c'est l'opportunité pour les francophones au Québec de faire valoir leur point de vue dans l'interprétation de la charte. Puis là, je me disais, il faut que je m'assure que ce qui va être adopté va durer. Parce que même là, c'est jamais sûr parce que l'interprétation peut changer aussi. Oui. Mais j'ai vraiment fait un effort pour que ces causes-là soient d'abord très majoritaires et puis ensuite que le langage soit très clair. Alors, vous l'avez dit dans Beaulac, j'ai dit que dans toutes les causes linguistiques, à tous les niveaux, voici les règles d'interprétation. Oui. Alors là, à moins que quelqu'un aille renverser une décision comme celle-là, ça va durer. Mais c'est que la façon dont je l'ai rédigée, d'après moi, elle n'est presque pas renversable. Parce que tu aurais l'air de quoi? De dire, non, c'est pas vraiment si important que ça. Non, en fait, finalement, avec ce genre de décision-là, tout ce qu'on peut faire, c'est d'aller encore plus loin. Oui, je l'espère. Et poser la question, est-ce que ça veut également dire ça? Et on passe à une étape encore plus loin en matière de droit linguistique. Ça a été important pour moi. Évidemment, tu ne peux pas être nommé à la Cour et juste dire j'attends des causes linguistiques. C'est pas nous qui faisons venir les causes. Mais je savais qu'il y en aurait, puis dès qu'il y en a eu, j'allais voir le juge en chef et je disais, moi, je vais écrire la décision. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à former en même temps vos collègues juges de la Cour suprême sur les défis de la francophonie en milieu minoritaire, sur les enjeux, de les rendre davantage en mesure d'apprécier les embûches et l'importance de ces causes-là? Je crois que quand on a eu des débats, j'ai réussi à les sensibiliser, oui.
à la situation des minorités. Puis j'essayais de leur dire, essaie de te mettre à la place là, de la minorité, des choses comme ça. Puis, vous savez, on a eu toutes sortes de situations où c'est surprenant de voir comment la majorité pense. Par exemple, vous savez toute l'histoire des autobus au pas des autobus, des ambulances au Nouveau-Brunswick. Oui. Puis là, je disais, bon, toi, tu es un anglophone ici, l'ambulancier arrive, parle pas anglais. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu réagirais sur ça? Et je disais, c'est drôle parce que quand c'est l'inverse, ça n'a pas l'air d'être un problème. Puis là, ben, tu as toujours des histoires qui n'ont pas d'allure, comme ben, tous les francophones parlent anglais. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ce qu'on entend tout le temps. Oui. Ou bien, ça ne fait pas vraiment de différence, pourvu que les gens se comprennent. Mais là, on a sorti des statistiques pour montrer que les erreurs médicales augmentaient de 40 quand les gens parlaient leur langue seconde. Puis beaucoup de ces statistiques-là étaient américaines, mais ça ne change pas la réalité des choses. Ça fait, j'ai réussi à faire beaucoup de ça. Mais le problème, c'est évidemment que là, je parle, les autres parlent, puis là, est-ce qu'il ne faut pas recommencer finalement avec la nouvelle cohorte? Oui, parce que quelque part, les juges sont nommés quand même par le premier ministre et ça peut changer la donne complètement. Oui, ça a toujours un impact. Moi, quand j'ai été nommé, je pense que ça faisait... On sait que vous êtes un fervent libéral, puis c'est justement pour ça que vous avez été nommé. C'est ça, oui. Ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas eu de changement à la Cour. C'était beaucoup plus difficile pour moi de m'intégrer parce que ils se connaissent déjà, oui. Ils ont toutes leurs habitudes, puis il y a toutes sortes de politiques, si on veut, qui ne sont pas écrites. C'est juste des choses entendues entre eux. Toi, tu arrives, ben, tu ne sais rien de ça. Oui. Mais après que j'ai été nommé, ils ont changé de juge pratiquement chaque année. Ça fait la Cour, elle se transformait continuellement, puis ça empêchait la solidarité entre les gens beaucoup. C'est qu'on peut moins deviner ce que les gens pensent, on ne sait pas à qui on doit faire affaire, parce que, vous savez, c'est comme dans n'importe quelle organisation. Il y a des gens qui travaillent mieux avec un tel, puis d'autres moins. Alors, le problème avec ça, c'est que si tu as des nouveaux juges tout le temps, ben, on dirait que la barrière change. Mais d'un autre côté, est-ce que ça ne permet pas d'empêcher que la Cour suprême devienne sclérosée, puisque si c'est toujours les mêmes juges qui entendent les mêmes causes, qui savent exactement comment l'autre va l'interpréter, comment le collègue va l'interpréter, est-ce que c'est pas non plus une bonne chose qu'il y ait un roulement jusqu'à un certain point? Oui, il faut qu'il y ait un roulement, mais moi, je suis absolument contre les mandats trop longs. Regardez aux États-Unis, là. Il y en a que ça fait 35 ans qu'ils sont à la Cour, mais vous ne pouvez pas me dire qu'ils sont très connectés sur la communauté d'aujourd'hui. Moi, je ne pense pas que c'est possible. Puis à la Cour suprême, il faut un roulement. Mais je crois que le roulement était trop vite, là, à un moment donné. Oui. Puis, ben, vous savez, ça a bien changé. Moi, on m'a dit, comment ça fait que tu as quitté après seulement 11 ans et demi? Mais depuis ce temps-là, il y en a 4 qui sont partis, qui ont resté moins longtemps que moi. Ça fait, il y a quelque chose là. On devrait se demander pourquoi. Oui, tout à fait. Vous avez mentionné, c'est pas une question que j'avais préparée, mais et j'ai fait une boutade, mais je vais vous donner la chance de répliquer à ça parce que je voudrais pas que les gens qui nous écoutent pensent que vous êtes vraiment un teint du rouge, puis c'est pour ça que vous avez été nommé à la Cour suprême du Canada. Là. C'est ce qu'on vous a accusé d'être. On vous a accusé d'être libéral lorsque vous avez été nommé à la Cour suprême du Canada. On vous a accusé aussi lorsque vous avez été nommé à la commission au Québec, là, la commission Bastarache. Ça revient tout le temps, ça. C'est un irritant majeur, on le sent dans votre livre. Et je trouve ça personnellement blessant de voir que les compétences d'une personne ne tiendraient qu'à une allégeance politique. C'est pas du tout le cas. J'ai trouvé ça très insultant parce qu'en même temps, ça veut dire
n'as pas été nommé à cause de ton mérite. Voilà. Tu as été nommé à cause de tes allégeances. Mais, si vous avez lu mon livre, vous savez, je n'ai jamais été membre d'un parti politique de ma vie. Non, et Ni vous avez très provincial, ni fortement, fédéral. puis vous avez très fortement aussi critiqué le Parti libéral, comme vous avez applaudi le Parti conservateur et vice-versa. Alors, en lisant votre livre, on voit bien que ce sont vos principes qui vous guident et non une affiliation politique quelconque. Oui, moi, je n'ai jamais voulu être membre d'un parti politique, surtout parce que je voulais être crédible comme constitutionnaliste. Voilà. Alors, si tu veux commenter la Constitution puis le droit public, c'est très proche du droit politique, de la science politique. Alors, tu ne peux pas être vu comme étant vraiment objectif si tu es membre d'un parti. Alors, je ne voulais pas être membre d'un parti. D'ailleurs, c'est dans ma carrière, les deux partis principaux m'ont demandé d'être membre puis de me présenter aux élections. Je n'ai jamais voulu faire ça, mais je n'ai jamais voulu non plus être membre d'un parti, ni même de souscrire des fonds à une campagne électorale. Puis, il me disait, tu étais dans le même bureau que Jean Chrétien. Oui, avec 500 autres personnes. On était un très grand bureau. On n'était pas assis à une chaise à côté de l'autre puis qu'on se parlait tous les jours. C'est vraiment... Puis, il m'avait dit que j'étais un grand ami de Jean Charest aussi, dans la cause au Québec. Je ne l'avais jamais vu de ma vie, je n'avais jamais parlé. Je ne l'avais même pas vu à une réunion. Non, c'est fou. C'est fou ce que les gens peuvent sortir pour partir des rumeurs qui ne sont absolument pas fondées. Écoutez, M. Bastarache, je vous ai vraiment tenu longtemps. Je pourrais continuer longtemps. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que les gens vont lire votre biographie et que cette biographie-là va être une inspiration pour l'ensemble des Acadiens, pour l'ensemble des francophones, de voir qu'on peut faire une différence. Une personne peut réellement faire une différence. Qu'est-ce que ça serait si tout le monde se mettait ensemble pour faire cette différence-là? La communauté progresserait encore, on ferait des pas de géant. Alors, moi, je vous remercie de cette biographie-là. Je vous remercie d'avoir accepté finalement de parler de vous. La biographie s'intitule « Ce que je voudrais dire à mes enfants ». Quel message aimeriez-vous donner aux jeunes en terminant cette conférence? Je crois que si on parle plutôt de la partie professionnelle, c'est de faire preuve de résilience. Vous savez, c'est facile d'une certaine façon de rassembler des gens puis de les motiver pour contester pour un mois ou une semaine. Mais moi, j'ai travaillé 48 ans pour la francophonie. C'est long. Puis on est découragé à certains moments, puis on a des moments difficiles. Mais si on croit vraiment à l'importance de la cause, il faut maintenir l'action, hein, toujours, d'une certaine façon. Ça peut se transformer, on peut jouer des rôles différents, mais je crois que ça, c'est très important. Puis l'autre chose, c'est, moi, j'ai jamais tombé là-dedans. Je vous l'ai dit tantôt, je crois que ce qui est la pire chose qui arrive aux Acadiens, c'est la complaisance. Quand tu te satisfais de peu, tu as peu. Il faut viser plus haut. Oui. Toujours plus haut. Et vous êtes le meilleur modèle auquel je peux penser pour ça. Alors, Maître Bastarache, merci de cette conversation, de cette discussion, de cette rencontre. Encore une fois, je rappelle que votre livre s'intitule « Ce que je voudrais dire à mes enfants », écrit par Michel Bastarache et Antoine Trépanier, publié aux presses de l'Université d'Ottawa en 2019. Merci encore beaucoup et bonne journée. Au revoir. Au revoir.